Il est 23 heures à la seconde près, vous suivez la dernière édition du journal à la une de l'actualité. Les Ivoiriens de la diaspora du secteur des hydrocarbures au Texas aux États-Unis appelés à rentrer au pays par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafa Coulibaly, les invite à venir profiter de la loi sur le contenu local et contribuer au développement du pays. Le message leur a été passé lors d'une rencontre entre les deux parties en marge du Forum international de l'énergie, le CERAWeek, qui a eu lieu à Houston. Présentation ce mercredi par le directeur général du logement et du cadre de vie des acquis en matière de construction et de livraison des logements sociaux en Côte d'Ivoire. Plus de 40 000 clés ont déjà été remis, mais effort hélas insuffisant. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est lui déterminé à trouver une réponse adaptée à la question. Et puis en Birmanie, le bilan du tremblement de terre d'une magnitude 7,7 survenu ce vendredi grimpe à 1644 morts selon la junte. Au moins 139 personnes sont toujours portées disparues. Voilà pour le prologue. Bonsoir à tous et bienvenue. Le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, est rentré à Abidjan ce samedi 29 mars après avoir représenté le président de la République, Alassane Ouattara, à la 4e édition du sommet Nutrition for Growth, tenu à Paris, la capitale française. Il a été accueilli par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Ce sommet avait pour objectif de faire le bilan des engagements pris à Tokyo en 2021. Et d'amener les acteurs à prendre de nouveaux engagements financiers à la hauteur de l'ambition d'éliminer toute forme de malnutrition au niveau mondial à l'horizon 2030. Cette 4e édition a été l'occasion pour la Côte d'Ivoire de partager son expérience en tant que pays modèle dans l'action pour le renforcement de la nutrition et d'apprendre aussi des autres. On l'a appris il y a quelques heures, la fête du Ramadan 2025 aura lieu ce dimanche 30 mars. La lune a été observée ce soir à Bondoukou. C'est ce que nous révèle le porte-parole du COSIM et du CODIS dans ce communiqué. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Communiqué. Le COSIM et le CODIS informe la communauté nationale que le croissant lunaire marquant la fin du mois de Ramadan 2025, 1446 de l'Hégire, a été observé ce soir à Bondoukou par plusieurs fidèles et également à Koimon dans la commune de Worofla. Par conséquent, la fête de Ramadan en Côte d'Ivoire sera célébré, Inch'Allah, le dimanche 30 mars 2025. Bonne fête de Ramadan à toutes et à tous. Et relativement à la dite fête, nous vous donnons lecture de ce communiqué émanant du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011 modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996 déterminant la liste et le régime des jours fériés. Le dimanche 30 mars 2025, jour de la fête de fin de Ramadan, Aïd el-Fitr est déclaré jour férié chômé sur toute l'étendue du territoire national. Le lundi 31 mars 2025, le lendemain de la fête de fin de Ramadan, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. On prend à présent la direction des États-Unis où le ministre Mamadou Sangafa Coulibaly a initié une rencontre avec les Ivoiriens résidant au Texas. Cet échange a permis de mobiliser les compétences de la diaspora ivoirienne du secteur des hydrocarbures, des mines et de l'énergie. Objectif, un appel à leur retour afin de profiter de la loi sur le contenu local et contribuer ainsi au développement du pays. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Jean-Luc Bangbo et Lamine Daramé. C'est une salle comble qui a répondu à l'invitation du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie en marge du CERAWeek, le Forum de l'énergie mondiale à Houston. Au premier rang de cette audience attentive, des ingénieurs, des experts en hydrocarbures, des professionnels de l'énergie en formation pour certains ou installés depuis plusieurs décennies aux États-Unis pour d'autres.
Dans un dialogue ouvert, sans détour, le ministre leur a transmis un message clair. La Côte d'Ivoire a besoin d'eux. Avec les découvertes récentes dans le secteur des hydrocarbures, le pays s'apprête à franchir une nouvelle étape de son développement énergétique sous le leadership du président de la République, Alassane Ouattara. La vision actuelle, c'est vraiment d'essayer de gérer nos ressources extractives différemment. Il faut savoir que notre pays a bénéficié de personnes bien formées comme vous. Et c'est pour cela que nous devons mettre à contribution toutes les ressources humaines, y compris celles qui sont en dehors du pays. Les expatriés, s'ils se disent prêts à répondre à cet appel, posent des préoccupations, une meilleure intégration professionnelle et un environnement propice à leur retour. C'est pas facile de se dire qu'au bout de 20 ans, 25 ans, on peut rentrer facilement au pays et avoir en fait une adaptation facile, changer nos habitudes, mais je pense que c'est possible. Il faut que les conditions soient réunies, il faut que les objectifs soient définis. Le message du ministre semble avoir trouvé un écho favorable et les perspectives d'une implication plus forte de cette diaspora hautement qualifiée dans le secteur énergétique ivoirien sont désormais ouvertes. Je pense qu'il y a aussi eu un appel patriotique auquel, bien sûr, nous sommes très sensibles. Et je pense que notre communauté s'est toujours tenue prête, mais a fait écho d'un manque d'informations. Et nous pensons qu'aujourd'hui, cette rencontre est le début d'une collaboration qui va permettre un rapatriement des cerveaux ivoiriens dans le domaine du pétrole, de l'énergie et des mines. Pour ces expatriés, l'appel de la mère patrie résonne aujourd'hui avec plus de force que jamais. Et en Côte d'Ivoire, au sujet des logements sociaux, ce sont plus de 40 000 clés qui ont déjà été remises, mais le déficit perdure, même si structurellement la demande est quasi permanente. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est déterminé à trouver une réponse plus adaptée à la problématique, notamment sociale. Le directeur général du Logement et du Cadre de Vie a présenté ce mercredi à Abidjan les acquis et levé un coin de voile sur le plan gouvernemental pour faciliter l'accès à la propriété au plus grand nombre. Lansine Bakayoko. Au cours des échanges, le directeur général du logement et du cadre de vie a tenu à faire la différence entre les 150 000 logements du programme présidentiel et les 25 000 logements du programme d'urgence. Le programme présidentiel, dit-il, vise une accession directe à la propriété avec des crédits hypothéqués sur des montants allant de 12 à 25 millions de francs CFA. Le résultat, c'est qu'on a des villes nouvelles. C'est-à-dire que grâce au programme des logements sociaux, pour ceux qui connaissent Songon 10 ans en arrière, avec le programme des logements sociaux et la route de Dabou, il y a un changement fondamental. On a fait des villes nouvelles. Modeste, c'était un petit campement, quasiment une vicie, pour ceux qui ne connaissaient pas ça. Aujourd'hui, quand vous arrivez à l'entrée de Bassam, avec la cité Italia, c'est-à-dire le programme des logements sociaux, Modeste a complètement changé. 40 000 logements ont été construits dans le cadre du programme présidentiel. Les dernières remises de clés en février 2025 ont vu 4 605 bénéficiaires recevoir leur logement, notamment à Benjerville, Bassam et à Tekoubé. Quant au programme d'urgence, il vient combler les retards concédés par le programme présidentiel et repose sur un modèle de location-vente nécessitant une implication financière plus importante de l'État. Déjà, 113 milliards de francs CFA ont été mobilisés auprès des partenaires financiers internationaux. On crée avec la BCAO, avec les banques, un environnement pour permettre aux promoteurs d'emprunter dans les mêmes conditions que l'État, c'est-à-dire 2,5%, 5 ans de différé, 25 ans de maturité, donc délai de remboursement. C'est vers ça qu'on veut aller. Donc nous-mêmes on commence et les promoteurs immobiliers prennent le relais. Célestin Kouala avertit que les mauvais promoteurs immobiliers seront purement et simplement remplacés. La Côte d'Ivoire continue de glaner des lauriers à l'international. Le premier Africain à recevoir le prix du meilleur expert dans la catégorie innovateur en matière de conseil d'administration et de gouvernance du prix moderne et ivoirien. C'est le 11 septembre 2024 à Houston, dans l'État du Texas, aux États-Unis d'Amérique, qu'il a reçu la dite distinction. Dr Traoré Bakary, expert en gouvernance, a présenté cette récompense aux populations. Il entend mettre son expérience au profit de la Côte d'Ivoire. C'est le compte-rendu signé Devisoyo.
Il est le premier Ivoirien et Africain à être désigné meilleur expert dans la catégorie innovateur en matière de conseil d'administration et de gouvernance du prix moderne. Dr Traoré Bakary, expert en gouvernance, en responsabilité sociale des entreprises et d'éthique, entend faire profiter à la Côte d'Ivoire son expertise. Nous essayons depuis quelques années d'apporter notre modeste contribution en matière de gouvernance. Donc ce prix peut-être indique qu'on a la possibilité d'apporter encore plus. Il faut des comités de gouvernance dans les conseils et il faut des jeunes formés pour faire le secrétariat qui connaissent la gouvernance, pour soutenir le président du conseil, pour soutenir les comités de gouvernance. Former les jeunes, mettre en place un dispositif périodique de gouvernance, améliorer le cadre de gestion d'entreprise du secteur privé et public, quelques propositions de l'expert pour faire bouger les lignes. C'est à Houston, dans l'État de Texas, aux États-Unis d'Amérique, que Dr Traoré Bakary a reçu le prix du meilleur expert dans la catégorie innovateur en matière de conseil d'administration et de gouvernance du prix moderne. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi N'Guessan, est à Pékin depuis quelques jours. Un voyage mis à profit pour resserrer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine dans les domaines de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. À cet effet, il a rencontré le président de l'association chinoise pour les échanges internationaux en éducation. Avant cette séance de travail, il est allé à l'ambassade de Côte d'Ivoire en Chine pour profiter pour partager la vision du président de la République Alassane Ouattara au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elles ont raté le coche pour une raison ou une autre quand elles étaient en âge d'aller à l'école. Les femmes rurales de Yakoli-Dabouo, dans le département de Soubré, sont en train de rectifier le tir. Depuis plus de 4 mois maintenant, elles apprennent à lire, à écrire et même les mathématiques. Tout cela a embêté la langue locale. À l'initiative, ce projet conçu par feu Marcel Zadikessé était destiné aux enfants et aux jeunes du village. Aujourd'hui, 24 femmes suivent les 10 cours 3 fois par semaine. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, leur a rendu visite. Le point de cette rencontre avec Sam Kona. Yakoli-Dabouo, situé à une dizaine de kilomètres de Soubri. Il est 14h30. Ces femmes marins s'apprêtent à effectuer la rentrée de classe. Au nombre de 24, elles sont dans ce centre d'alphabétisation depuis novembre 2024. Quand nous sortons même de venir à l'école, les gens se moquent de nous. Et vos parents vous ont mis à l'école, vous n'êtes pas partis à l'école. Ou bien on ne vous a pas mis à l'école, c'est maintenant là vous voulez partir à l'école. Et pour ça, ça nous donne le courage d'y arriver. Il n'est jamais trop tard. Dans le cadre d'un projet d'alphabétisation en langue locale, les cours se font ici en BT. Ces femmes apprennent à lire, à écrire et à calculer. Ici, nous enseignons le BT. C'est plus facile d'enseigner la langue aux gens qui parlent déjà cette langue-là. À un certain âge, ce n'était plus maintenant la peine qu'elles se fatiguent avec la langue française. Il y a aussi des apprenantes qui ne sont pas de l'ethnie BT. Je suis Baoulé. J'apprends le BT. Puisque je suis avec les BT ici, ça me sert aussi. Et maintenant, je peux lire aussi et calculer aussi en BT. Un programme d'enseignement de 3 jours dans la semaine pour les élèves de la classe des CP1. Les cours se déroulent mercredi, samedi, dimanche. Le document là, c'est typiquement CP1. Après, on fera le document de CP2 et ainsi de suite. En 4 mois d'apprentissage, les résultats sont jugés satisfaisants. En tant que des apprenantes, des débutantes, elles savent déjà calculer. Aujourd'hui, on arrive à prendre nos portables et connaître nos numéros. Quand quelqu'un te fait un message, au moins, tu essaies de découper et puis tu arrives à lire. C'est déjà une bonne chose. Chez moi, on a déjà avancé. En visite de travail dans la région de la Nawa, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation s'est rendue dans le centre d'alphabétisation fonctionnelle de Yakoli-Dabouo. Mariatou Kone, tout en rendant hommage à l'initiateur Marcel Zadikessé, félicite ses apprenantes pour leur résilience. Initialement, c'était un programme qui était adressé aux enfants et aux jeunes. Et maintenant, les femmes elles-mêmes ont décidé de pérenniser le projet. C'était gratuit, elles se cotisent afin qu'on leur apporte l'instruction
afin qu'on leur apprenne à lire, à écrire, à compter, pour leur bien-être, pour le bien-être de leur famille, pour le bien-être de leurs enfants et pour l'amélioration de leurs conditions de vie. J'admire le courage de ces femmes-là. Aujourd'hui, ces femmes veulent aller encore plus loin. Ils n'ont qu'à nous suivre jusqu'à pour qu'on puisse savoir réellement lire et écrire. Avoir un diplôme, pourquoi pas aller travailler quelque part. Aujourd'hui, voilà, nous, à cause de nous, ministres viennent chez nous, nous visiter. C'est pas une joie. Après le cours, il faut rentrer à la maison pour s'occuper du foyer et raconter ce jour mémorable avec la visite de la ministre. Et surtout, réviser les cours. À Agboville, les femmes se mobilisent aussi, mais plutôt pour la cérémonie d'investiture de la présidente de l'Association des femmes productrices et commerçantes de vivriers du département. Une rencontre qui a enregistré la présence de plusieurs autorités administratives, dont le président du conseil régional de l'Agné-Bichiassa, Pierre Demba. Le ministre de la Santé a appelé les femmes à être un vecteur d'unité et de fraternité pour renforcer leur organisation. Godefroy Okambawa. Regroupées au sein de l'Association des femmes productrices et commerçantes du vivrier du département d'Agboville, ces femmes veulent œuvrer à la promotion et au développement des activités agricoles vivrières, depuis la production jusqu'à la commercialisation. En procédant à l'investiture de la première présidente de cette association, elle s'engage à contribuer au développement local. Dis aux femmes de s'organiser, de se mettre dans l'association, de coopératives pour travailler pour réussir. Je suis fier de ces autorités-là. Je sais qu'avec eux, on peut aller de l'avant. Pour sa part, Pierre Demba, président du conseil régional de l'Agné-Bichiassa, a invité les femmes du vivrier à l'unité. Félicitant la présidente et son bureau pour cette initiative, il les a rassurés de son soutien à travers l'octroi de crédit du FAFSI, le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Notre rôle, c'est de vous encadrer, c'est de vous organiser et vous donner des opportunités de valoriser le fruit de votre travail. Et c'est ce que nous allons faire à travers cette association. Dans les prochains jours, nous reviendrons dans cette même salle pour vous présenter toutes les initiatives prises par le gouvernement. Tous les guichets qui vont se présenter à vous pour que pour celles ou ceux qui veulent faire l'agriculture, faire le vivrier, on puisse vous encadrer et vous donner les moyens. Mais également, tous les guichets qui vont permettre aux femmes qui veulent faire du commerce de réaliser le commerce dans de meilleures conditions. Ces productrices et commerçantes ambitionnent de structurer la filière afin d'en accroître la rentabilité. Pour ce faire, le président du conseil régional a annoncé la création de marchés de groupage à Séchi et à Agboville afin de leur permettre de vendre leurs récoltes sur place. À quelques centaines de kilomètres de là, dans le septentrion ivoirien, à Corgo précisément, l'ONG La Bienfaisance vole au secours des familles en difficulté pour le compte du jeune chrétien et celui musulman qui vient de prendre fin. Plus de 1000 kits alimentaires distribués cette semaine pour permettre à ses fidèles d'aborder la fête du Ramadan en beauté. Partenaire de cet élan de solidarité, l'Arabie Saoudite. C'est ce que nous disent Sikwasi, Léon Brou et Zia Apollinaire. Des musulmans et chrétiens bénéficiaires de vivres exactement 10 kg de riz de luxe à chacun. Un don de l'ONG La Bienfaisance. Aux chrétiens, c'est un appui aux efforts de Carême quand il vise à aider les musulmans en fin de jeûne à célébrer en toute sécurité le Ramadan. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, si vous posez un acte le jour de destin, vous avez au moins 1000 fois de l'acte que vous avez posé. Donc c'est pour ça, nos partenaires avec nous, on a décidé de donner aux démunis pour qu'ils puissent passer aussi la fête correctement. On essaie d'aller quartier par quartier, même les villages même. Il y a tout le monde ici, hein, c'est-à-dire même les villages environnants, ils sont là. Donc on a fait vraiment le choix. Ceux qui sont là, c'est vraiment des démunis. On est si contents parce que le riz, ça présente tout. Donc on est très très contents. C'est ce que Dieu demande. Le jour de la fête, mais il y a d'autres qui n'ont pas. Donc ça va nous aider beaucoup. Donc on remercie beaucoup ONG Bienfaisante. Je remercie les donateurs de l'Arabie Saoudite jusqu'ici parce qu'on ne doit pas remercier les Arabes et puis laisser nos gens ici. Parce que s'ils donnaient à Ella et puis ils bouffaient, on ne pouvait rien dire.
Donc on les remercie beaucoup aussi. Ce don dans le cadre de l'élan de solidarité marqué chaque année à celle des familles défavorisées qui traversent la période de jeûne avec difficulté. Vocation de l'ONG La Bienfaisance, créée en 2011 avec l'Arabie Saoudite comme principal bailleur. Non loin de la capitale du Poro, à Ouangolodougou, à quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Drissa Traoré, député de la localité, exhorte les chefs de communauté et les guides religieux à être des ambassadeurs de paix et de la non-violence. Lors d'une cérémonie à la préfecture de région du Tchologo, le parlementaire a invité ses hôtes à œuvrer pour des élections apaisées. Il a aussi fait savoir que le développement souhaité pour la localité ne pourra se faire dans la division. Le reportage est signé Kader Sogodogo. Ouangolodougou, les guides religieux et les chefs de communauté sont invités à intensifier les efforts pour la paix dans tout le département. Le ministre d'État, ministre de la Défense, nous a envoyés afin de demander aux hommes de Dieu, prêtres, pasteurs et imams, de formuler des prières à l'endroit du Très-Haut pour que les élections à venir se passent sans violence, sans incident, dans la paix et dans la quiétude. Une mission que les chefs et guides religieux sont prêts à accomplir. Le Dieu que nous servons lui-même est un Dieu de paix. Dieu a fait de nous des hommes de paix. Mais la paix ne se prononce pas dans la bouche, mais la paix, ce sont des actions. Une action saluée par le préfet de la région du Tchologo. Je vous exhorte à prier pour le pays et pour ses dirigeants, avec à leur tête le président de la République et l'ensemble du gouvernement, surtout en cette année électorale, afin que la paix règne et que le pays puisse poursuivre son développement harmonieux. En guise de remerciement, et pour cette période de carême et de jeûne, le député Traoré Drissa a offert des vivres pour permettre aux communautés de passer de bons moments. Son Altesse impériale, la princesse Hisako Takamado du Japon, a lancé une initiative de rétrocession à titre gracieux d'œuvres d'art reçues en donation de hauts dignitaires étrangers à l'occasion de voyages officiels. Ainsi, elle a fait retour à la Côte d'Ivoire de pièces de bois sculptées que feu le président Félix Houphouët-Boigny lui avait offertes à elle et son époux lors d'une visite en Côte d'Ivoire en 1993. Ce sont au total 6 œuvres d'art composées de statuettes, de masques et de tableaux que la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, a réceptionné des mains de la princesse à la résidence de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon à Tokyo. Témoin de cet événement, Eve Boué, notre envoyé spécial à Tokyo. Un couple de statuettes Sénoufo de maternité, un masque Sénoufo, un masque baoulé et 2 tableaux en bronze sous verre, remis à Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, par la princesse Hisako Nohirito Takamado à la résidence de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon à Tokyo. Une cérémonie chaleureuse avec l'ambassadeur Hippo Gbolié Désiré, entouré de l'ensemble de ses collaborateurs. Ces 6 objets culturels sont rétrocédés à la Côte d'Ivoire. Ils ont été offerts par feu le président Félix Houphouët-Boigny à son Altesse la princesse Takamado et son mari, feu le prince Nohirito Takamado, en 1993 au cours d'une visite officielle du couple en Côte d'Ivoire. À cette époque, le premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, et son épouse avaient offert une parure à Caen à la princesse qu'elle porte fièrement ce jour. Elle explique cet acte du fait que son pays, conscient de la valeur spirituelle de ces objets, ait décidé de les rendre aux populations d'origine de façon volontaire. La ministre Françoise Remarque exprime la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire et se félicite de cette initiative culturelle. Que vous venez de poser se situe aussi dans un contexte, vous l'avez compris, dans lequel les pièces qui se retrouvent parfois un peu partout dans le monde doivent revenir dans leur pays, et vous l'avez si bien compris. Les 2 personnalités ont aussi évoqué le renforcement des relations historiques entre les 2 pays qui ont en commun des valeurs d'hospitalité, de tolérance et de préservation de leur patrimoine en héritage pour les générations futures. Le couple de statuettes et les 2 masques retrouveront leur terre. Les 2 tableaux en bronze seront quant à eux exposés à l'ambassade de Côte d'Ivoire au Japon.
On continue de parler de culture, mais de littérature précisément cette fois-ci. Véronique Bamba, experte en médiation, vient de sortir un ouvrage intitulé « Médiation professionnelle, résolution des conflits et tensions pour un environnement apaisé ». Dans cette œuvre, elle donne des pistes pour anticiper les tensions sociales et gérer les conflits pacifiquement. Khalil Diomandé. C'est le premier ouvrage du genre dans la sphère littéraire ivoirienne. Médiation professionnelle, résolution des conflits pour un environnement apaisé est un manuel didactique qui propose des outils pour prévenir et régler les tensions en société. L'auteur Véronique Bamba, médiateur professionnel, aura mis plus de 10 ans de réflexion pour aboutir à la conception de l'œuvre. Ce qui nous a conduit à l'écriture de ce livre, c'est d'abord de vulgariser la médiation de façon générale et la médiation professionnelle. Elle travaille avant conflit, c'est-à-dire anticiper les conflits, pendant le conflit, et puis après le conflit, on met des dispositifs pour ne plus que le conflit revienne. Cet ouvrage, qui promeut la voie du dialogue en cas de différend, est pour les lecteurs la bienvenue en Côte d'Ivoire, surtout que les partis politiques se préparent pour la bataille électorale d'octobre 2025. Lire ce livre et apprendre les techniques qui empêchent d'aller au conflit est une excellente chose. J'interpelle même les hommes politiques pour leur dire, vraiment c'est le moment de vous asseoir, de discuter. C'est un ouvrage que toutes les familles doivent acquérir parce que ça permet de sensibiliser les parents sur la manière dont ils doivent s'adresser aux enfants et puis aux enfants aussi, comment ils peuvent s'adresser aux parents. Médiation professionnelle, résolution des conflits pour un environnement apaisé comprend 4 grands chapitres allant des fondamentaux de la médiation à la compréhension des conflits en passant par le paradigme de l'entente. Dans le même élan, Marc-Hervé Nango Akessé, auteur du livre intitulé « Une vie d'étudiante », a procédé récemment à une cérémonie de dédicace à l'université Félix Houphouët-Boigny, un rendez-vous littéraire marqué par la présence d'éminentes personnalités du monde universitaire de Côte d'Ivoire. À leur côté, notre envoyé spécial, Malika Koulibaly. Dans un monde parsemé d'embûches, la persévérance dans le travail pour un avenir radieux est une alternative certaine. C'est la quintessence du message livré lors de la dédicace de l'ouvrage de l'auteur Marc-Hervé Nango Akessé, une œuvre intitulée « Une vie d'étudiante ». J'ai un message particulier à lancer à la jeunesse, soit on mène la vie avec ses réalités, on les prend telles quelles et on se dit qu'à force de travail, la situation s'améliorera. Mais si on veut tout de suite opter pour la voie de la facilité, voyez-vous, je ne vous assure pas une destination certaine. L'on gagnera à cultiver la ténacité dans le travail et puis à vraiment croire en ses rêves. Cet appel à la sensibilisation de la jeunesse au travail est développé dans l'œuvre qui séduit plus d'un. L'œuvre est exemplaire dans notre société qui est en quête d'exemple parce qu'il est la preuve que notre système universitaire est performant. C'est un appel aux jeunes que l'écrivain lance. Donc on voudrait demander à toute la jeunesse ivoirienne d'emboîter le pas à l'écrivain en se donnant dans les études. Ce rendez-vous littéraire est soutenu par d'éminentes personnalités du monde universitaire. Pour atteindre son objectif, cultiver l'amour du travail et surtout croire en ses rêves, comme nous recommande l'auteur du jour. Hors de nos frontières, en Birmanie, le bilan des victimes du tremblement de terre de magnitude 7.7 survenu hier vendredi continue de s'alourdir. L'on compte à présent 1644 morts et 3408 blessés. Annonce faite ce samedi par la junte au pouvoir. Au moins 139 personnes sont toujours portées disparues à la suite de ce tremblement de terre. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment d'être resté aussi tard pour vous informer sur la chaîne qui rassemble. Très bonne suite de programme sur RTI 1.